Donc je m'appelle Alain Sirou, je suis directeur général de l'Association française astronomie et professionnellement je suis journaliste scientifique pour deux médias différents. Un média papier qui est Ciel et Espace, la revue Ciel et Espace, et un média audio qui est Europe 1, dont je suis le consultant scientifique depuis le XXe siècle. Alors je me suis beaucoup amusé à préparer mon intervention, ça m'a replongé dans des choses qui sont plutôt drôles. Et je voulais juste vous dire en démarrant, parce que j'ai écouté ce que le délégué général adjoint des Francas a dit sur les jeunes, et ça m'a fait penser qu'il y a tout juste 50 ans, j'avais 11 ans, à quelques mois près, là, et je regardais les hommes marcher sur la Lune. C'était en juillet 69. Et mes parents avaient acheté la télévision pour qu'on regarde ça. 69, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. La télévision arrivait dans les foyers. Un truc en noir et blanc, une espèce de machine hallucinante. J'écoutais à la radio, c'était déjà Europe, c'était Albert Ducrot à l'époque, en direct, le commentaire, etc. C'était stupéfiant. L'an 2000, c'était quelque chose d'extrêmement lointain. On n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de web. C'était extrêmement ouvert et c'est un prof qui m'a emmené dans un club d'astro. C'était même pas un club d'astro, c'était des amateurs. Il m'a dit, tu t'intéresses à la Lune, on va te montrer la Lune. Et j'ai démarré... Enfin, c'est pas j'ai démarré. J'ai eu un coup de cœur extraordinaire, non pas pour la Lune, mais pour Saturne qui était juste à côté. Donc ça veut dire que dans cette période-là, qui est la période de l'enfance, il se passe des choses qui peuvent être absolument fondamentales pour le réveil ou l'éveil de l'enfant que j'étais. Et 50 ans plus tard, il y a pas mal de gens qui me disent que c'est pas sûr que l'homme soit allé sur la Lune. J'ai remplacé le type qui, à la radio, expliquait que c'était formidable et qu'en l'an 2000, on allait nous y aller, nous les jeunes de l'époque. Et je suis amené aujourd'hui à commenter sur les ondes et à écrire des papiers, des stories qui finalement décodent un petit peu ce qui se passe et quelle est l'histoire de ça. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'information scientifique, de l'infox, fake news, etc. Et finalement, comment on travaille dans ces différents médias. Et la radio, moi, j'y tiens beaucoup parce que j'ai survécu à peut-être 5 directions à Europe 1, ce qui est beaucoup, hein. Je parle des présidents. Je vous économise le nombre de directeurs de la rédaction, de rédacteurs en chef, etc. Simplement en n'ayant pas de bureau, jamais, et en allant parler et commenter et faire des émissions, simplement toujours pour le plaisir. Et l'aspect plaisir, pour moi, a toujours été au centre de la communication radio. Et quand je suis arrivé à la radio, la première fois, c'était sur France Info, on m'a donné une paire de ciseaux en me disant, voilà ton outil pour faire de la radio. Une paire de ciseaux, un truc de coiffeur. Et je ne comprenais pas. Et en fait, il fallait couper des bandes à l'époque. Vous voyez, on coupait l'entrée, on coupait la sortie, on mettait un jaune, un rouge, on coupait les E, que maintenant on peut très facilement sur les ordinateurs, vous avez connu, éliminer, etc. Et j'ai compris que ce n'était pas très important la technique elle-même, mais ce que m'avait dit le patron de la radio en arrivant, il m'a dit, il y a deux choses que tu ne dois jamais oublier. Un, c'est que tu n'es pas propriétaire de ton temps d'antenne, c'est-à-dire si on te donne 3 minutes, c'est 3 minutes pile, et c'est pas 3 minutes 1, parce que si tu piques 1 seconde à celui qui va arriver par la suite, ben c'est 1 seconde de moins pour lui, et à la fin de la journée, c'est pas acceptable. Et 2, il y a toujours quelqu'un qui est là, il a sa chaise vide, c'est à lui que tu parles, et ça s'appelle l'auditeur. Bon, ça c'est pour moi les deux messages principaux de radio qui ont existé lorsque je suis arrivé. Revenons à l'information scientifique. Alors, première chose, je voulais parler du métier de journaliste. Je dirais que c'est pas spécifiquement le métier de journaliste scientifique, parce que la science, c'est, je dirais, une spécialité, mais un journaliste, pour moi, c'est d'abord quelqu'un de curieux. Il peut traiter
le match de football, comme le débat du conseil municipal, comme l'accident qui a eu lieu au rond-point où il y a 3 témoins mais 3 versions différentes. Il doit pouvoir traiter de tout parce que son travail, à mon sens, c'est justement d'être à la place d'eux. C'est-à-dire, c'est celui qui va voir les choses, qui va interroger et qui va raconter ce qu'il a appris avec le plus d'objectivité possible et toutes les versions qui permettent de le faire. Donc, pour l'information scientifique, je vous ai mis, pour moi, ce qu'est la difficulté du métier de journaliste, entre guillemets, scientifique, et sur la façon dont il fonctionne. C'est-à-dire que le travail de base, a priori, du journaliste scientifique, c'est d'avoir de l'information scientifique. C'est-à-dire, nos ressources premières sont des journaux spécialisés, en tout cas des publications spécialisées, des articles scientifiques qui ont été référés, revus par les pairs et qui sont la plupart du temps extrêmement abscons, la plupart du temps en anglais. Et là, on s'est fait une petite approche qui est autour de Mars, parce que je pense que ça fonctionne très très bien pour expliquer finalement la façon dont l'info s'organise. Donc là, vous avez d'abord sur la gauche la publication scientifique qui vous dit que l'analyse spectrale des rainures des volcans de Mars révèle des traces de saumure liquide. Voilà. Et donc, le journaliste scientifique doit être capable de lire en anglais la publication scientifique qui fait état d'eux et doit être capable d'en faire une recension, un commentaire, un article, d'aller interroger des sources, de vérifier l'information, d'être sûr qu'elle est bonne, d'appeler des gens dans les labos, etc., etc., pour faire son papier. Mais l'information, elle est aussi assortie d'une communication de l'information. Et cette communication de l'information, elle est faite par des communicants. Donc là, c'est généralement le dossier de presse qui accompagne ça et qui, lui, est une réduction de l'information qui est traduite là par « il y a de l'eau liquide sur Mars ». Donc nous avons examiné les images en provenance de la sonde et nous avons observé d'éphémères écoulements de saumure dans des conditions particulières. Traduction dans les médias grand public. Et là, c'est ce qu'on va lire dans un certain nombre de journaux dont je tairai le nom et qui commencent par Le Pas et qui se terminent par Zien, qui commencent par... enfin voilà, vous pouvez faire un certain nombre de titres que vous connaissez et qui vont tout d'un coup mettre le lendemain à la une Mars pourrait être propice à la vie. Ah, et le raccourci, tout d'un coup, tac, il s'est fait, il s'est organisé. Et là, finalement, on commence à la radio ou à la télévision à être appelé pour commenter cet événement. Et puis, vous avez en finale le bout de la chaîne qui peut être le tabloïd racoleur avec les preuves, les extraterrestres sont parmi nous, sont-ils hostiles ou sont-ils plutôt Quick ou bien McDo, etc., etc. Enfin, voilà, là on a... La chaîne de l'information scientifique, elle n'échappe pas à la chaîne de l'information traditionnelle, quelle qu'elle soit. Elle n'a pas de spécificité pour les journalistes qui la travaillent. C'est vérifier ses sources, la confronter, voir s'il y a des discussions, parce qu'un labo qui publie, il peut y avoir quelqu'un d'autre ou un autre labo qui a pas nécessairement une contradiction, mais en tout cas une controverse, enfin, alimenter clairement l'information, mais dans cette chaîne, elle a tendance naturellement, en fonction des médias, à se dégrader. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est le journaliste? Image suivante. Évidemment, son image aujourd'hui, qui doit avoir 90 ans, je crois. C'était, ouais, il n'y a pas longtemps son anniversaire. C'est Tintin. C'est l'image de Tintin. C'est-à-dire celui qui est sur le terrain. Celui qui est toujours au-devant de l'actualité, si possible, ou en tout cas dans l'actualité. Bon, il y a une petite différence, c'est que au XXIe siècle, il a un sexe. Ce n'était pas nécessairement le cas à cette époque, puisque Tintin n'avait qu'une houppe et un petit chien. Mais elle est assez caricaturale. C'est-à-dire que l'image du journaliste est l'image de quelqu'un qui devrait être parfaitement... allez, on va dire pas lisse nécessairement, mais en tout cas le plus objectif, le plus neutre possible. Or, la plupart du temps, c'est pas qu'il ne l'est pas, c'est qu'il y a une part qui est une part de travail de l'information, et puis ensuite il y a une part qui est une part de commentaire de l'information. Et on n'élimine jamais ça. On a toujours
je veux dire, cette part qui fait que sinon l'information, elle est chiante, elle est froide, elle est inintéressante et surtout, elle ne permet pas de montrer que on est capable d'être au-dessus du panier pour la vendre, entre guillemets. Alors, j'ai utilisé le mot vendre exprès pour vous montrer ce que nous faisons. Voilà, nous publions un journal, ça s'appelle Ciel Espace, le dernier numéro est en kiosque. Vous voyez qu'il a un côté nouvelle formule. Il s'appelle Voyager vers les étoiles. Vous voyez, le rêve prend forme, etc. Et vous comprenez bien que la couverture, elle est extrêmement importante dans un magazine, comme les titres dans un journal, comme les 5 titres qui sont pris en chapeau d'annonces pour le journal de 20 heures, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'il faut vendre l'information. C'est-à-dire que la presse, qu'elle soit magazine, qu'elle soit télévisuelle, qu'elle soit radiophonique, qu'elle soit ce que vous voulez, elle est peu différente de toutes les activités humaines. Elle doit, c'est une économie, ce sont des entreprises, que ces entreprises appartiennent à une association, à des privés, à tout autre groupe, elle doit se distinguer des autres. Et elle doit d'autant plus se distinguer des autres que nous vivons une crise extrêmement profonde de la presse. Alors, il ne vous a pas échappé qu'il y a de moins en moins de kiosques dans toute la France, que le principal organisme qui distribue les magazines dans toute la France, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, Prestalis, puis maintenant MLP, c'est-à-dire Messagerie Lyonnaise de Presse, sont en difficulté. Tout simplement parce que les temps changent, les jeunes ne lisent plus la presse papier, ou beaucoup moins, on s'appuie beaucoup plus sur des médias numériques, il y a une offre beaucoup plus grande, la presse est chère, or il y a quand même beaucoup de titres, énormément de titres, et donc la bagarre existe entre les titres pour apparaître. Alors je vais vous faire rentrer juste, pas très longtemps, mais dans les cuisines de ces titres, en vous montrant, par exemple, les titres qui sont pour nous, ce qu'on appelle un panier de référence, mais qu'on appellerait des concurrents potentiels. Je vais vous montrer. Voilà, pour nous, ce sont des journaux comme La Recherche, Pour la Science, Science et Vie, et donc chaque directeur de journal, chaque rédacteur en chef regarde ce que les autres ont fait. Parce qu'en fait, on est quand même sur des territoires qui sont souvent concurrents. On peut se retrouver, quand on organise avec l'Association française d'astronomie les Nuits des étoiles, à être 3 titres, à avoir une couverture qui est rapport au ciel. Qui va vendre ? Qui est le plus pertinent ? Qui est celui qui a le plus attiré le lecteur de passage ? Pourquoi ? Parce que le lecteur de passage, il passe dans un kiosque, et puis il doit y avoir près de 2000 titres différents en France. Et quand vous arrivez dans un kiosque, vous avez 20 secondes, vous allez vers le terrain qui vous intéresse, vous jetez un œil rapide, qu'est-ce qu'il a fait lui, vous touchez ou pas, vous feuilletez ou pas le journal, mais en 20 secondes, vous vous décidez. Ça veut dire que le thème doit être le plus intéressant possible pour le lecteur. En tout cas, c'est ce que nous, on pense, on est persuadé. Et puis ensuite, ça doit être clair. L'offre doit être immédiate. Parce que entre 2 journaux concurrents ou 3 qui vont faire la même approche, la même couverture, même si elle est un peu différente, il va se passer un moment donné où il va choisir le lecteur. Donc, pour nous, c'est extrêmement important. Et ça veut dire, pour revenir au contenu, à l'information, que ce que l'on va mettre en couverture va déterminer ce qu'il y aura à l'intérieur du journal. On n'est pas dans un monde de bisounours où la concurrence est pure et parfaite. Pas du tout. Il faut vraiment se distinguer. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Alors, on peut regarder aussi... Alors, juste une seconde. Là, par exemple, en 2017, vous ne voyez pas nécessairement les couvertures, mais on a tous découvert que ce qui concernait l'intestin était extrêmement important. C'est-à-dire les couvertures qui vous parlaient de
l'intestin, cet autre cerveau, vous savez, alors parfois c'est le rêve, parfois, en ce moment c'est plutôt le cerveau qui est un autre monde, etc. Il y a des modes. Et donc, quand il y en a un qui a repéré que l'autre avait vendu beaucoup plus sur l'intestin, le cerveau, je sais pas quoi, la couverture suivante, elle est plutôt intestin et cerveau. Puis quand on a épuisé les intestins, le cerveau et les autres organes, on recherche encore une fois, une façon de... Alors, je ne parle pas de ciel et espace, parce que nous, on n'est pas vraiment sur ce secteur-là, mais vous comprenez bien que l'information, elle est extrêmement rapide et que tout le monde se guette. Sur la slide suivante, c'est sans doute encore plus prononcé, puisqu'il s'agit là des hors-séries. Et les hors-séries sont des objets qui, d'abord, valent plus cher en presse. On est plutôt aux alentours de 8, 9, 10 euros, certains montent même jusqu'à 11 ou 12 euros. C'est pas rien, 12 euros dans un panier pour acheter un magazine, c'est presque le prix d'un livre. Et ça, c'est quelque chose qui, pour les éditeurs, est extrêmement stratégique parce que, et là je reste toujours sur l'économie, je parlerai des contenus après, mais sur l'économie, c'est que face à la baisse des ventes des journaux, donc baisse de la demande, les éditeurs ont eu une réaction qui a consisté à augmenter l'offre, en faire plus. Donc essayer de compenser les pertes qu'ils ont économiquement pour en faire plus. Et donc vous avez vraiment une quantité extrêmement importante de magazines qui vous sont proposés. Donc sur des hors-séries, on voit aussi que les variations peuvent être extrêmement grandes. Entre un hors-série qui marche bien et un hors-série qui ne marche pas très bien, il peut y avoir parfois 50% de différence. Ce n'est pas une plaisanterie. Donc ça veut dire que quand on réfléchit à un contenu, la première réflexion, elle s'organise autour du thème, est-ce que ça va intéresser les gens, est-ce qu'ils vont l'acheter ? Et ça, c'est stratégique au cœur des décisions rédactionnelles qui vont jusqu'à ce que on passe beaucoup d'heures vous voyez, à chercher la bonne couverture. Voilà. Qu'est-ce que vous allez choisir comme sur ces 3 couvertures ? Là, moi, j'ai 3 couvertures sur l'univers et peut-être plein de vie, la vie dans l'univers, etc. Laquelle est la bonne ? Laquelle est la bonne ? Donc, on va travailler des heures et des heures. J'en ai strictement aucune idée. J'ai pas le droit, je peux pas faire 3 couvertures en kiosque différentes et dire tiens, celle-ci, puis ça va me servir à quoi pour la prochaine ? À rien. C'est juste que vous comprenez notre obsession à se dire que si on veut continuer à exister, alors il faut qu'on soit acheté. C'est stratégique au cœur de notre sujet. Oh, je vous montre un autre exemple. Tout le monde connaît bien Albert Einstein. Vous voyez une différence, vous, entre ces 3 couvertures-là ? C'est le même Einstein, c'est quasiment le même titre, mais on va passer des heures à discuter, de savoir si quand vous passez en kiosque, vous allez attraper... alors là, la photo est la même, mais parfois j'ai des photos différentes. Vous allez attraper le bon petit vieux en zoom ou en recul. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes dans des rédactions et qui déterminent vraiment la façon d'approcher un certain nombre de sujets. J'en avais une troisième, j'aimais bien aussi ça. C'était de quoi est fait l'univers là. On était sur la recette de l'univers et la recette de l'univers là, on était plutôt parti sur le côté M6, truc de cuisine. On n'a pas du tout fait ça. On n'a pas choisi ça. Mais et puis en même temps, c'est drôle, ça fait marrer parce que c'est un processus créatif, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on élimine, ça nous aide à choisir des titres. Un journal, c'est pas seulement ce qu'on met dedans, c'est aussi la façon dont on le titre, c'est la façon dont on s'amuse avec en images. Enfin bref, c'est quand même passionnant à faire et parfois on se vautre et parfois on réussit complètement. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir ces soucis d'économie, oui. ça ne pousse pas à faire du sensationnel sur le titre? Alors, on a vu avec Marx et qu'on pourrait voir avec ça. On pourrait trouver un titre vachement plus racoleur en disant ça va faire vendre et derrière on met le même article. Oui, vous avez raison. Mais la question c'est où on place le... moi quand j'ai démarré à Ciel et Espace, donc au XXe siècle, il y avait certains titres, on me disait « Ouais, c'est Paris Match, t'as fait un titre Paris Match ». Aujourd'hui, Paris Match est devenu référent dans la presse.
C'est-à-dire que moi j'étais content de faire Paris Match, j'aimais bien Paris Match, je trouvais pas du tout honteux de faire Paris Match, j'aurais adoré faire Paris Match, je trouvais que c'était un journal qui était plutôt rigolo, mais pour un certain nombre de gens, un magazine scientifique, ça devait être je sais pas, découverte d'un volume conique à base polygonale. Ok, moi je préférais Pyramide. C'est pas de ma faute. Je préférais découverte d'une pyramide plutôt que d'un volume conique à base polygonale. D'autres pensaient que c'était plus sérieux, volume conique à base polygonale. Donc là, c'est une question d'approche et une question de déontologie. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous ne pouvez pas titrer sur ce qu'il n'y a pas à l'intérieur. Et donc il y a une adéquation entre ce que vous annoncez et ce que vous faites. C'est pour ça que la question des titres est généralement moins importante pour nous parce que nous avons d'abord déterminé ce que nous voulions faire, nous savons ce que nous voulons faire, nous savons ce que nous voulons traiter comme sujet, c'est ce qui oriente le dossier, le papier qui va devenir la couverture, c'est la façon de le vendre qui est plus difficile parce qu'on sait que on doit, pousser les feux pour intriguer. Et là, on va arriver à l'autre chose. Image suivante, parce que celle-ci, je la vis depuis de nombreuses années. Voilà le journal il y a quelques jours d'Europe 1 à 7h du matin, présenté par Nikos Aliagas, en tout cas pour la radio dans laquelle je bosse aujourd'hui. Ce journal, comme le journal de 8h, comme le journal de midi, comme le journal de 19h, a un temps très précis. Il dure 10 minutes. Dans 10 minutes, sur ces 10 minutes, il y a 5 sujets majeurs et le reste, c'est des brèves. On doit traiter de l'économie, de la politique, du social, du sport, des affaires. Enfin, je peux faire une très longue liste. Et donc, pour préparer chaque journal, il y a une conférence de rédaction qui a lieu la veille, puis il y a une conférence de rédaction qui a lieu à 3h du matin, et puis il y a une décision qui se prend de fabriquer ce qu'on appelle un chemin de fer, que vous connaissez bien dans une radio, ou en tout cas un conducteur. Chemin de fer, c'est pour la presse écrite, mais voilà, je mélange un peu les choses. Un conducteur, mais c'est le même principe, c'est le conducteur du chemin de fer. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une radio comme Europe, mais c'est la même chose pour France Inter, pour RTL, etc., il y a des chefs de service, le chef du service politique, le chef du service société, le chef du service reportage, le chef du service, etc., qui viennent vendre leur sujet en conférence de rédaction. En disant, moi j'ai un truc génial, on a trouvé que machin, il est en tôle parce qu'il a fait ça, et chacun fait ses propositions. Il y a toujours beaucoup plus de propositions que de place dans le journal. La science dans cette affaire-là, en tout cas dans mon domaine, elle a effectivement très peu de place. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile d'arriver dans un journal de 7h ou de 8h avec la découverte d'un nouveau volume à base polygonale quelque part en Égypte. Donc il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Parce que les gens vont se battre pour vendre leur sujet. Et ce quelque chose de plus, c'est ce qui est survendu à l'extérieur par la communication d'une agence spatiale, par la propagande faite par telle ou telle institution autour ou entreprise autour d'un événement qu'ils cherchent à monter, etc. Et en fait, vous comprenez que ça challenge en continu, c'est-à-dire que tout le monde se bat pour essayer de faire que son information soit meilleure, en tout cas plus attrayante que celle des autres. Donc les sujets qui sont l'eau tiède, considérés comme l'eau tiède, ils ne passent pas dans les journaux. Ou en tout cas pas dans ce type de journaux. Et évidemment, il y a très peu de temps pour pouvoir aussi les décoder et en parler. Bon, ça c'était, je dirais, pour vous caler l'économie de la presse aujourd'hui. Et quand je dis de la presse, c'est au sens assez large pour l'information, avant de rentrer dans l'Infox. Voilà, image suivante. En travaillant sur justement cette présentation, je me suis dit que finalement les fake news, ce qu'on appelle l'Infox aujourd'hui, avaient bien évidemment des ancêtres. Et ces ancêtres s'appellent le canular et le poisson d'avril. Alors là,
sans aucune difficulté. C'est extrêmement facile à montrer. Je vais vous donner juste quelques cas, et puis quelques cas, moi, que j'ai vécu. Le cas le plus ancien, recensé facilement, que j'ai trouvé, c'est celui dans la dia suivante des Sélénites du New York Sun. On est en 1835. Le New York Sun est un journal à grand tirage et il annonce que, alors sous la plume d'un rédacteur du journal, que grâce à des appareils nouveaux qui sont en train de se construire, des grands miroirs qui permettent de regarder sur la Lune, et c'est un certain Herschel qui fait ça, il a découvert des habitants de la Lune, les fameux Sélénites. Et ces fameux Sélénites, ils sont représentés là, dans le journal, on les voit très bien, hein, ce sont des êtres qui sont des créatures, dit-il, innocentes et heureuses, qui vivent sur la Lune, qui sont couverts de poils cuivrés et lustrés, avec des ailes constituées d'une fine membrane, et les illustrateurs se déchaînent dans le journal pour nous montrer et montrer aux lecteurs les êtres qui vivent sur la Lune. Record de vente battu. Mais un carton de chez carton. Et les Sélénites, dont on parle encore aujourd'hui, les habitants de la Lune, c'est les Sélénites, ont été inventés par un rédacteur qui s'est dit pourquoi pas, les travaux de M. Herschel étant assez peu connus, ou en tout cas pas sans doute valorisés à la hauteur, inventons une histoire autour de ça. Il n'avouera pas ce canular, mais ce canular fera vendre. Et il fera vendre le journal qui repérera que ces nouvelles extraordinaires fascinent et passionnent le public. Et on aura par la suite, d'ailleurs souvent dans le New York Sun, des auteurs. Et là je pense à Alan Edgar Poe, c'est pas n'importe qui va inventer une traversée transatlantique avec un ballon en 3 jours. Quelque part pour se moquer aussi de la façon dont la science annonce toujours des choses extraordinaires. C'est aussi le cas de Mark Twain, qui va écrire des canulars. Donc ce sont pas des personnes innocentes, entre guillemets, aujourd'hui, et qu'on connaît bien. Donc on voit apparaître le canular scientifique, ou en tout cas techno-scientifique, comme une première moquerie, ou une première façon de pousser l'annonce scientifique à son extrême, presque pour en rire. Oui. Et comment c'était perçu après par les lecteurs une fois qu'on leur avait dit que c'était faux? Alors, on ne leur dit pas que c'est faux. Non. Alors, en tout cas, pour les Sélénites, on ne l'a pas dit. Après, pour le ballon le ballon, ça a été une moquerie. C'est-à-dire, on dit, la science est capable de tout, elle est capable d'inventer des ballons qui... Bon, en fait, c'est pas vrai, mais c'était une façon de pousser l'annonce scientifique aux extrêmes et de montrer qu'elle pouvait être ridicule. Donc, on pouvait vraiment aller extrêmement loin. Quand on est dans le milieu scientifique, quand on n'y est pas justement, ces révélations-là, elles peuvent sembler tout à fait réalistes, puisqu'on est parfois tellement loin de tout cela que... Oui, d'ailleurs, à 2 siècles d'intervalle, je vais vous montrer que c'est toujours vrai. Et je vais pratiquement conclure par ça. Oui, absolument, tout à fait. C'est-à-dire que on a aussi cette envie de rêve, on a aussi envie d'y croire. Quand arrive la radio, alors c'est l'image suivante, bon, vous la connaissez, bien évidemment, c'est Orson Welles, qui ressuscite la guerre des mondes avec cette fameuse émission de radio. Alors l'émission de radio, c'était le 30 octobre 1938. C'était une pièce radiophonique sur les ondes de CBS où il y a plusieurs petites annonces dans la journée, il y a une tension qui s'accélère et jusqu'à la voix d'Orson Welles qui à un moment donné dit oh là là mon Dieu, il y a quelque chose qui sort d'un trou béant, des flammes, etc. Enfin, les Martiens ont débarqué et un jet de flammes avec vraiment l'attaque. La guerre des mondes à la radio,
devient aussi un mythe. Et un mythe qui annonce que des gens se sont enfuis de New York ou de Los Angeles, je crois que c'est Los Angeles. Certains se sont suicidés en grand nombre, ils ont eu peur, etc. Et tout ça est, comment dire, est faux. Pierre Lagrange, qui est un sociologue des sciences, démontrera dans un livre récent que c'est quelque chose qui a été organisé par la suite pour laisser croire que les gens étaient crédules, extraordinairement crédules. En fait, c'est certainement en grande partie passé inaperçu, mais ça a servi aussi d'annonce pour dire « Regardez comme les gens sont bêtes, regardez comme ils peuvent croire n'importe quoi, y compris que les Martiens débarquent sur la Terre et attaquent. » Et en fait, la plupart du temps, les gens qui ont cru à quelque chose de délicat ont cru à une annonce plutôt d'attaque nazie à cette époque, avec des armes secrètes que les gens croyaient à l'époque. Mais c'est resté dans l'iconographie traditionnelle, l'annonce de Wells sur la radio, comme, je dirais, un canular, ou en tout cas quelque chose qui pouvait être effrayant et qui justifiait la crédulité des personnes. Alors, moi quand j'étais, image suivante, moi, quand j'étais jeune journaliste, c'était en 1991, il existait un canular qui s'appelait le Poisson d'avril. Chaque numéro d'avril, on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme canular ? Et je vais vous raconter ce canular qui m'a beaucoup marqué et qui, pour moi, est assez proche de ce qu'on pourrait appeler l'infox aujourd'hui. Voilà, j'avais mis dans les petites annonces news de Ciel et Espace l'information suivante. Je vous le lis parce que les mots sont très précis et je l'avais écrite moi-même. Ça s'appelle « Un pénitencier sur la Lune », point d'interrogation. Selon des sources généralement bien informées, le gouvernement américain aurait été saisi par le ministère de la Justice d'un projet de pénitencier sur la Lune, entre guillemets. Les arguments développés par les promoteurs de l'idée font état d'une saturation inquiétante des lieux de détention actuels, de la nécessité de rassembler une main-d'œuvre importante pour l'exploitation des premières mines lunaires et d'une totale sûreté de gardiennage. Pour soutenir le projet, un site aurait été étudié, celui du cratère Petavius, près de la mer de la Fécondité. Il présenterait l'avantage de permettre une surveillance parfaite en raison de la hauteur de ses remparts. La Maison-Blanche n'a pas confirmé l'information qui, si elle était acceptée, concernerait une centaine de prisonniers en l'an 2000. J'étais très content, moi. Ça m'amusait beaucoup, j'avais trouvé le cratère. Le cratère, il doit faire 600 km de diamètre. C'était un truc complètement de dingue, quoi. Et ça m'amusait beaucoup d'imaginer un pénitencier sur la Lune. Voilà. Et puis, hop, on publie ça. Ça me faisait rigoler. Et tout d'un coup, après la publication de l'ouvrage, on voit apparaître ça. Alors ça, c'est dans le Nouveau Détective. Alors, au début, ça ne m'a pas inquiété. Ça ne m'a pas vraiment inquiété, mais regardez bien ce qui est dit. D'abord, c'est titré Washington. Moi, j'avais jamais mis Washington. J'avais même pas pensé que c'était Washington. Enfin, voilà. Tout d'un coup, il y avait des choses qui se rajoutaient. Washington. À Washington, des bagnards sur la Lune, c'est pas un canular. Hein. Loin de là, ce projet vient de germer dans l'esprit de technocrates américains. Il y a de grandes chances qu'il aboutisse dans un avenir plus ou moins proche. Vous voyez l'idée. Hein. C'est la revue Ciel et Espace, donc on cite ses sources quand même. D'après les journalistes de ce magazine, qui fait autorité en matière, ça fait toujours plaisir, le gouvernement américain, voilà, un centre de détention que l'on gagnerait en navette spatiale cellulaire. J'avais pas du tout imaginé qu'en fait, il fallait mettre des barreaux à la navette spatiale. Donc la personne qui a écrit ça, on a rajouté à partir de Cap Canaveral, donc il fallait vraiment des barreaux pour que la navette décolle. La Lune a été jugée idéale, pas moyen de s'en évader, ça j'ai vu. Hein. Les bagnards qu'on enverrait là-bas n'auraient pas d'autre moyen que d'emprunter la navette de retour. Eh oui, c'est-à-dire qu'ils devraient patienter et attendre la fin de leur peine. Donc pas de remise de peine. Là, que les choses soient claires. On ne plaisante pas aux États-Unis avec ça. Bien entendu, cette peine serait sans doute réduite par rapport à celle... Et le journaliste, on ajoute.
Bon, ça ne sera pas facile sur la Lune. Hein. Prisonniers et surveillants devront vivre en vase clos. Ils n'auront même pas, comme sur notre planète, la possibilité de faire du sport à l'extérieur. Un peu de pédagogie. C'est l'occasion de rappeler qu'il n'y a pas d'air sur la Lune. On ne pourra pas sortir du centre que revêtu d'un scaphandre comme un astronaute. En fait, le journaliste avait avoir une commande avec un nombre de signes précis et il avait tartiné. Donc, alors, en attendant leur libération, les détenus n'auront d'autres possibilités pour sortir un peu de leur cellule que de se porter volontaire pour ramasser des minerais à la surface de l'astre, etc., etc. Enfin, vous voyez, c'était un truc merveilleux. Mais bon, moi, je ne me suis pas inquiété. C'est dans le nouveau détective, ça me paraissait normal. Image suivante. On voit apparaître tout d'un coup dans une publication qui faisait plutôt référence à l'époque, on l'a regardé, ça s'appelait Europe Today, c'était fabriqué à Bruxelles, c'est une sorte de news sur de compilation de nouvelles sur les sciences que les gens reprenaient régulièrement. Donc sur la vie, la santé et l'environnement, image suivante, et là on voit apparaître les forçats de la Lune. Extrairont-ils des pierres précieuses dans le cratère de Pétavius? Alors là, on était passé du minerai aux pierres précieuses. Et alors ça, c'était plus du tout de Washington, c'était de Cap Canaveral. Donc on avait encore changé de lieu d'origine de la nouvelle. Et là, on avait vraiment 100 forçats gratteront-ils dans un avenir proche les strates précieuses des mines lunaires? Un projet filtre à travers les intentions de la Maison-Blanche qui désengorgerait ainsi les prisons américaines d'un trop-plein actuel inquiétant et qui enverrait dans l'espace des éléments indésirables. Et là, encore une fois, eh bien, on va découvrir que, y compris sur l'image suivante, que le journaliste ajoute des informations. Et il y a toute une tartine qui permet effectivement de donner des informations sur la navette qui permettrait d'y aller, sur le temps de voyage, sur les circonstances. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ces conglomérats inviolés, si ce n'est des matières rares. En plus, envoyer des bagnards pour aller chercher des pierres précieuses. Enfin, excusez-moi, mais c'est un peu tenter le diable. Voilà. Et ça se termine par « Mais le prix du sang, les bagnards de la Lune le paieront comptant par leur labeur sans fin. » Et là, vous voyez bien que le processus dramatique est à l'œuvre. Image suivante, c'était un magazine français qui s'appelait Science et Nature, qui, je crois, était... Alors, est-ce que c'était... il faisait vraiment... c'était pour les jeunes de l'époque, dans les années 86. Il a dû disparaître vers l'an 2000, et qui, effectivement, reprend aussi. Et ça nous a beaucoup plus intrigués parce que c'était plus sérieux pour nous que le Nouveau Détective ou ceux qu'on ne connaissait pas à Bruxelles, qui avaient totalement inventé ces choses-là. Et ce qui nous avait un petit peu énervé, finalement, c'est que quelque part, ils ne nous citaient pas. On n'était pas référents. Et ça, je m'en souviens très bien. On s'était dit, mais c'est incroyable, ils nous piquent notre idée, sans dire que c'est nous qui l'avons publiée, et sans avoir de regard critique sur l'affaire. Et ça se terminait différemment, puisque cette future prison 4 étoiles, mieux vaut encore garder les pieds sur terre. On croirait un commentaire actuel d'un journaliste de télévision. Nous quittons, nous allons partir pour aller. Donc ça nous a beaucoup marqué. On a téléphoné à ces médias en disant, écoutez, excusez-nous, en fait c'est un poisson d'avril. Peu ont démenti, sauf, image suivante, nos amis de Science et Nature, qui ont mis prison lunaire, prison pour rire. Ce sont les seuls qui ont démenti, alors cette fois-ci en nous citant, ce qui était quand même quelque chose d'extrêmement important. Fameuse idée a pris naissance dans le... Voilà. Et puis, qui fait un peu de la pub pour Ciel Espace, Association Française d'Astronomie, etc., etc. Donc, on était contents. C'était en 1991. Pour moi, ça, c'est une fabrique d'un Fox. C'est-à-dire, on a inventé une information fausse. On lui a donné tous les atouts de la reprise. Et effectivement, ça a très très bien marché. Le seul coup de fil à l'époque que j'ai eu, c'était le coup de fil de l'AFP, l'agence France Presse,
qui m'a appelé en disant d'où tu sors cette information-là. Je dis mais non, c'est un poisson d'avril. Ah bon. Donc il y a un seul journaliste qui a fait son travail à ce moment-là, c'était le gars de l'AFP. L'AFP, c'est son boulot pour le compte, mais pour les autres aussi, ça devait être leur boulot. Et ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et ça, en combien de temps elle est passée l'info entre le moment où c'est paru et... Alors le web n'existait pas. Voilà, c'est pour ça On a dû paraître, donc on est paru dans le numéro d'avril, mais ça a dû sortir en juin, et ça a dû être démenti en septembre, quelque chose comme ça. Bien sûr, il fallait beaucoup de temps entre le moment où on avait l'info, le moment où on écrivait, on publiait, et effectivement, c'était plus du tout à la vitesse de la lumière. On ne peut pas vous reprocher ça en tant que média, Alors, une fausse info non, parce que c'était le 1er avril. Et on avait le droit, le 1er avril, de faire ça. Alors après, j'ai voulu persévérer. Donc j'ai fait une deuxième blague l'année suivante. J'étais persuadé que ça allait faire un carton. Personne n'en a parlé. J'ai annoncé qu'on avait découvert un astéroïde en or qui allait heurter la Terre et qui avait tellement d'or que ça allait faire chuter les cours des bourses. Puisqu'évidemment, il y avait des milliards de tonnes d'or qui tombaient sur la Terre et que les cours de bourse allaient chuter. Rien, personne n'en a parlé. Et là, ça m'a beaucoup intrigué parce que moi j'étais absolument convaincu que la quantité d'or massif qui arrivait sur la Terre ne pouvait qu'intéresser tout le monde. Non, rien, que dalle. Je ne sais toujours pas pourquoi. Et donc, j'étais un peu dépité. Et l'année suivante, j'ai écrit un autre poisson d'avril. Et cette fois-ci, c'est ma rédaction qui m'a dit non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Et je vous dis ce que j'avais écrit. J'avais écrit que pour arrondir leur fin de mois, les astronomes de l'Observatoire de Paris écrivaient les petites annonces astrologiques des magazines People. Et en fait, moi, je justifiais ça par le fait que des astronomes très connus, et là je pense à Newton, je pense à Kepler, je pense à des personnages extrêmement importants dans l'histoire de l'astronomie, avaient gagné de l'argent en écrivant des petites annonces, en écrivant des petits trucs d'astrologie. Ils faisaient qu'on appelle ça l'horoscope. L'horoscope était écrit, en tout cas, par certains astronomes. Et on m'a dit non, tu peux pas faire ça. On n'en sait rien, mais en tout cas, on ne sera plus jamais reçu à l'observatoire, ils vont nous empêcher de rentrer. Donc là, j'ai abdiqué. Voilà. Mais, quelque part, il y avait au moins ce prétexte de la tradition, et puis de faire rire. Ah si, j'en oublie une autre. Elle était très drôle aussi, et là, il y a eu moyennement de reprises. C'était quelqu'un qui avait inventé une façon de voyager sans que ça coûte beaucoup d'argent. Il prenait un hélicoptère, et il s'élevait au-dessus de la Terre, et il attendait que la Terre tourne autour. Et en fait, le seul problème que ça lui posait, c'est quand les montagnes arrivaient, il fallait qu'il grimpe assez haut. J'ai pas eu beaucoup de succès avec ça. Mais l'idée, c'était quand même de faire rire, l'idée, c'était d'intéresser, et l'idée, c'était d'intriguer pour qu'il y ait une reprise. Donc, quelque part, pour moi, il y avait une vertu à ça qui était finalement d'intéresser, de faire rire, de faire cogiter, quoi. Voilà. Bon, je vous passe ça, mais ça me... pour moi, il y a un ancêtre à Alain Fox, qui est ça, et puis ce que je vous ai montré avant, pour essayer de pousser, je dirais, les annonces scientifiques dans leur retranchement. Quand je vous montre ça, ça vous suggère quoi comme un Fox? Ah oui, Un film. Les chemtrails. Les chemtrails. Alors moi, mes voisins, pour une part, sont persuadés qu'au petit matin ou le soir, quand on voit des traces... non, c'était l'image d'avant. Voilà, celle-ci. Quand on voit ces traces dans le ciel, c'est qu'il y a des avions qui ensemencent l'atmosphère avec des produits toxiques. Et donc, chemical tray, donc les traces chimiques des avions qui ont décidé de nous empoisonner. Alors, derrière ça, c'est la théorie du complot. Il y a un certain nombre de gens qui complotent et qui ont décidé de nous éliminer doucement, tranquillement, et qui utilisent des avions pour ce faire. Et la preuve, ces traces chimiques qui parsèment le ciel. Les chemtrails, vous allez sur Internet, vous tapez cette récurrence et vous allez voir, mais c'est extraordinaire. Il y a des films, il y a des livres, il y a des articles, il y a Trump qui a fait un discours là-dessus il n'y a pas longtemps. Alors, je pense que ça serait dommage qu'il ne soit pas non plus adepte de ça. L'autre théorie du complot, c'est l'image suivante, c'est ils n'ont jamais marché sur la Lune. Alors, celle-ci, elle est aussi extrêmement intéressante parce que
moi j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'astronautes qui sont allés sur la Lune, avec qui j'ai discuté. J'ai eu la chance de vivre le moment où ils marchaient sur la Lune. Et j'ai discuté récemment avec un journaliste qui s'appelle Michel Enfrol et qui commentait pour la télévision à l'époque la marche de l'homme sur la Lune. Il est toujours vivant. Et il me racontait que au lendemain du 20 au 21 juillet 69, après avoir fait toute une nuit directe à la télévision, il rentrait chez lui, harassé, fatigué, traversait le pont de l'Alma, et là il allait dans un café, et il y a quelqu'un qui le reconnaissait et qui lui disait « Non mais, j'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas. » Comment ça vous n'y croyez pas? Non, 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 ça c'est pas possible, ils sont pas allés sur la Lune, tout ça c'est des menteries. C'est des menteries de la télévision. Bon, donc ça veut dire que déjà en 1969, on n'y croyait pas. Mieux encore, j'ai découvert que avant que les hommes aillent sur la Lune, certains ne croyaient pas que des fusées étaient parties dans l'espace. Du tout. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une hostilité en disant tout ça c'est des inventions. Mon voisin de l'époque dans le Perche me disait ça n'est pas possible, ils ne sont pas allés sur la Lune. Et je me souviens très bien, je disais mais pourquoi vous croyez ça? Il avait un argument imparable, il me disait parce qu'il y a là-haut, il n'y a pas d'épicerie. Et c'est évident. Là-haut, il n'y a pas d'épicerie, il n'y avait pas de quoi manger. Donc chacun, oui, mais oui. Et ensuite, petit à petit, la quantité de gens qui contestaient ça, c'est pas vraiment augmenté, mais en tout cas, n'a pas baissé. Donc vous allez à Houston, vous pouvez voir les 380 kilos de cailloux qui ont été ramenés d'Apollo, ils sont visibles. C'est pas suffisant. Il y a des gens qui se sont moqués de cela en faisant un film qui raconte qu'en fait ça aurait été tourné sur Terre. Bon. C'était pour s'en moquer. Et on a dit regardez ce documentaire. Le documentaire lui-même a été retourné contre ceux qui l'ont fait. Et on disait non mais c'est Stanley Kubrick qui avait besoin d'un objectif et la NASA lui a prêté cet objectif en contrepartie de quoi il tournait dans un garage les hommes sur la Lune. Et la femme de Kubrick, à qui on racontait cette histoire, disait « Mais vous vous rendez pas compte ? Stanley Kubrick était quelqu'un de tellement perfectionniste que si on lui avait demandé ça, il aurait exigé que ça soit tourné sur la Lune. » Donc, en fait, on ne s'en sort pas vraiment. C'est une récurrence. Et une récurrence intéressante parce que la NASA, qui l'a prise au sérieux, parce que c'était tout le temps des choses qui revenaient, a dit, bon, ben, c'est simple, il y a un satellite qui s'appelle LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, qu'on va envoyer autour de la Lune bientôt, et il fera des photos des sites qui ont été utilisés. Vous voyez, regardez, voyez les photos des sites. Il avait la capacité, on voit où s'est posé le LEM, on voit les traces des astronautes, et les partisans du complot ont dit, mais si la NASA essaie à tout prix de nous convaincre, c'est que c'est la preuve qu'ils y sont jamais allés. Les images sont trafiquées. Un spécialiste de la biologie ou un spécialiste de, je sais pas, du sable, un spécialiste, c'est un scientifique, mais les scientifiques peuvent être aussi crédules et aussi propagandistes, complotistes que les autres. Ce n'est pas parce qu'on est scientifique qu'on échappe à ça. La meilleure preuve, Claude Allègre et le réchauffement climatique. Là, je pense qu'on a clos le débat en disant cela. Claude Allègre n'a jamais été un climatologue. S'il a été climato-sceptique avec Vincent Courtillot, c'est parce qu'il y avait derrière une idée précise, une idéologie, une façon de contester ce que faisaient les autres avec des arguments, il connaissait très bien la science, qui pouvaient ressembler à de la science, mais qui n'étaient pas de la science. Donc vous voyez que c'est extrêmement complexe, c'est-à-dire que des scientifiques eux-mêmes peuvent être porteurs d'infox. On va en regarder quelques-unes. Sur l'image suivante, je vous ai mis une petite bon, la Terre plate et la Terre creuse, ça c'est assez classique. C'est d'ailleurs assez rigolo parce que il suffit de regarder une éclipse totale de Lune pour voir que l'ombre qui se projette sur la Lune, elle est plutôt ronde. Si la Terre était plate, ce serait difficile d'avoir une ombre ronde. Mais en même temps, récemment, quelqu'un est parti dans un avion avec un niveau à bulle, et en dehors de la montée et de la descente, il a pu observer que la bulle était plate. Donc il en a conclu que la Terre était plate. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il croit en la méthode expérimentale,
mais pour démontrer que la Terre est plate. Oui, c'est pas antinomique, la méthode expérimentale n'est pas antinomique avec la conclusion. L'autre chose, bon, c'est le réchauffement climatique n'existe pas. Où est une invention des Chinois pour lutter contre les États-Unis? Ça, c'est Trump, pour le compte. Alors, beaucoup plus inquiétant, les vaccins nous empoisonnent. 26% des Français croient que les vaccins nous empoisonnent. Et là, je pense qu'on a un vrai souci extrêmement important qui peut amener justement à des drames pour le futur. Un Français sur 4 pense aujourd'hui que les vaccins nous empoisonnent. Un petit groupe, un sur 4, nous sommes combien? On va pas ouvrir le débat, mais 1 sur 4. Il existe un petit groupe de gens qui contrôlent les événements et gouvernent le monde indépendamment des gouvernements. 18% des Français sont persuadés qu'il existe en dehors du gouvernement des gens qui... combien nous sommes? Voilà. Les extraterrestres sont déjà là et ce fait nous a été caché. 8% des Français. Ce sont des données qui sont extraites qui ont été publiées récemment dans le Nouvel Observateur après une étude européenne qui montre les résultats sur justement différents pays d'Europe. Je vous invite à les consulter si vous voulez en savoir davantage. Et celle-ci qui m'amuse beaucoup, c'est la NASA exploite, et c'est pas ENT, des enfants esclaves sur Mars, qui a valu l'objet d'un démenti. Voilà. Voilà. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, loin de là, puisque vous trouverez évidemment des fake news, des infox, des complots, des controverses un petit peu partout, et évidemment beaucoup plus sur le terrain politique, de santé, etc., que le terrain scientifique, mais c'en est une idée. Alors, qui sont les auteurs des infox? J'ai trouvé ça qui circulait sur Internet assez rapidement, qui vous permet de fabriquer vous-même vos propres infox. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser. L'Allemagne est manipulée par les bobos pour enrichir les banquiers, etc. Enfin, vous pouvez vous amuser. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui, et c'est ce que décrivent d'ailleurs tous les journalistes qui ont fait des enquêtes sur le sujet, la fabrique d'infox est avérée dans certains pays ou par certaines sociétés, pour une raison très simple, c'est qu'elle permet de la déstabilisation, elle permet de gagner de l'argent. Elle permet... Alors, gagner de l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous publiez des informations sur YouTube, par exemple, qui sont consultées des millions de fois et que vous êtes rémunéré au clic, ou en tout cas à la page vue, vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec des informations qui sont fausses. Et donc, je renvoie toujours à ce numéro de l'Obs qui est paru, je crois, il y a 2 semaines, et qui raconte comment dans un pays... pardon ? La Macédoine, exactement. Comment en Macédoine, dans un petit village, tout un groupe de gens, c'est à Vélès en Macédoine, fabrique des fake news à la chaîne, sous la double influence d'un lobby pro-Trump et de la Russie. En fait, c'est une fabrique de contre-vérité et on voit bien les processus. Et les gars le racontent très facilement en expliquant que CNN, la BBC et même Al Jazeera sont venus faire des sujets pour montrer comment ils avaient aidé à élire Trump, etc. Et on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui est, je dirais, éclaté. C'est vraiment une organisation précise. Donc, il va falloir... il faut vivre avec, et surtout, il faut, bien évidemment, apprendre à se prémunir. Mais il n'y a pas que ça. Je dirais, ce que je voulais montrer avant, c'est que tout le monde peut être source d'informations fausses, bien sûr, soit pour rire, soit pour faire du trafic, je dirais sur les réseaux sociaux de clics, soit pour se moquer de l'institution. Je vous rappelle, en matière scientifique, l'affaire Sokal, par exemple, qui a consisté à faire croire qu'il existait
alors, l'affaire Sokal, et qui est assez encore récemment reproduite par des gens qui ont produit des articles qui n'avaient aucun sens dans des revues scientifiques, fabriqués par des machines, juste pour montrer qu'il n'y avait pas de référé. Que, en fait, les lecteurs qui étaient censés contrôler ne le faisaient pas. Donc, pour s'en moquer, pour pousser le système à bout. Donc voilà, il y a un grand nombre possible de fabricants d'infox, et aujourd'hui, ça fait partie même, je dirais, du système. Alors, qui croit aux infox? Je vous laisse découvrir le... alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement... croire aux infox, c'est de plus en plus courant, ne fût-ce que par la façon de se nourrir d'informations. Aujourd'hui, lorsqu'on consomme une information sur un support numérique, on lit le titre, très souvent, mais pas du tout le contenu de l'article. Donc nous savons, ce que j'ai expliqué au départ de ma présentation, que nous devons gonfler les titres pour pouvoir être regardés, lus, attirer l'attention. Et donc évidemment, lorsqu'on résume une information à son titre, ce qu'il en reste, voilà. L'autre chose, c'est que, et ça c'est une publication récente dans la revue Science, si mes souvenirs sont bons, exactement, qui date d'il y a peu de temps, c'est que les fausses nouvelles sont plus consultées que les vraies nouvelles. Elles sont surtout beaucoup plus retweetées. Donc c'est une étude qui a été faite il y a moins d'un an et qui montre que sur 126 000 histoires différentes, celles qui ont été le plus retweetées sont celles qui sont des infox. Parce que c'est celles qui sont les plus simples, les plus courtes, les plus intrigantes, et qui sont la plupart du temps relayées plutôt par des personnes âgées que des jeunes, plutôt sur Facebook. Alors, on a un certain nombre d'informations très précises qui sont détaillées justement dans cet article de Science, mais qui montrent que les fausses nouvelles, en règle générale, sont diffusées plus vite, plus loin, plus profondément, plus largement que les vraies, que les cascades de retweets font intervenir plus de personnes. Et au bout du compte, eh bien, la fausse information, sur Twitter en particulier, est supérieure en quantité, vue, aux vraies informations. Donc ce phénomène n'est pas à prendre à la légère. Image suivante. Alors, toujours question sur les sources d'information, et là ça va vous intéresser pour la radio. Laquelle de ces sources utilisez-vous à 2 ou 3 fois par semaine pour vous informer? Ce sont des réponses pour la France. Un journal quotidien, 30%. La télévision, toujours 75%. Même si moins de 1 personne sur 2, dernières informations et dernières enquêtes, montrent qu'on croit ce qui est dit dans les informations à la télévision. La radio, 49%. Un média social, 45%, des magazines, 21%, le site internet d'un journal, 31%, un site d'information sans lien avec un journal, 18%, une newsletter par email ou flux RSS, 15%, et les podcasts, 4%. C'est quoi des chiffres d'il y a 2 ans? Non, ce sont des chiffres qui sont des chiffres d'il y a 2 mois. C'est des gens de quel âge? C'est l'ensemble du panel français consulté. Ah, la télé a toujours autant de... La télé a toujours autant... Laquelle de ces sources utilisez-vous 2 à 3 fois par semaine pour vous informer? Donc la télévision est toujours en tête. Mais ensuite, quand on pose la question aux gens s'ils croient ce qu'ils entendent à la télévision, moins de 1 sur 2 disent oui. Ensuite, sur les médias sociaux, je vous propose de zoomer sur les médias sociaux. Lequel de ces médias sociaux utilisez-vous pour vous informer? En tête, Facebook à 84%, Twitter 26%, YouTube 33%, Instagram 19%, Tumblr 2%, Snapchat 13% et LinkedIn 9%. Donc ce sont des chiffres qui varient aussi de façon extrêmement rapide. On note une
une forte baisse sur Facebook, même si ça reste extrêmement puissant. Je veux insister particulièrement sur l'image. Et c'est l'image suivante, entre autres. Ce que j'appelle l'argument d'autorité. Il faut se méfier, puisque maintenant on doit, effectivement, j'attire votre attention sur les titres, voire les chapeaux, mais pas tellement au-delà, c'est-à-dire pas au-delà de ce qu'on lit régulièrement, mais juste le titre et le chapeau, sur un certain nombre de mots-clés. Le mot NASA, par exemple, est un mot valise pour moi. Le mot chercheur est un mot valise, ou scientifique est un mot valise. Ça ressemble un petit peu, vous voyez, quand on fait de la publicité à une époque pour les lessives, où vous avez un type qui arrive en blouse blanche et qui s'est installé à côté d'une machine à laver et vous expliquait que grâce à Calgon, je sais pas quoi, c'était la blouse blanche qui faisait argument d'autorité. La NASA, moi je ne sais pas qui c'est. Pourtant, vous avez au moins une infox sur 2 dans notre domaine qui dit « la NASA a dit ». Je reçois les communiqués de presse de la NASA en tant que journaliste scientifique. La NASA a dit, je ne sais pas qui est la NASA. L'Agence spatiale européenne, je ne sais pas qui c'est, si je n'ai pas une indication précise, c'est la même chose. Donc l'argument d'autorité, je m'en méfie. L'image, toujours sur l'image suivante. Vous avez vu ça récemment? La super lune couleur rouge sang. Vous avez super lune. Alors, super lune, c'est, on dirait du Marvel, et couleur rouge sang. Alors là, vous avez vraiment le mariage parfait de l'infox. Et on a vu surgir ça il y a 2 ans à peine, 2-3 ans, avec une montée au créneau des... j'ai un communiqué ici de la Société française des spécialistes de l'astrophysique qui alerte sur la superlune du 14 novembre en disant que, en s'étonnant du traitement médiatique de la superlune, que les journalistes devraient regarder avec beaucoup d'attention ce que veut dire une superlune, parce qu'en fait, c'est une pleine lune. C'est une pleine lune, comme il en arrive plein de fois, elle est juste un peu plus près, elle est à l'apogée. Et puis c'est marrant parce que quand elle est pleine lune, qu'elle est à l'apogée, puis que les 3 corps, Soleil, Terre et Lune sont alignés, parfois il y a des éclipses. Mais ça existe depuis très longtemps. Le problème, c'est que le mot superlune, il ne vient pas de n'importe où. Le mot superlune, pour le compte, il a été utilisé par la NASA, dans la communication de la NASA, dans ce qu'on appelle le secteur réservé à la communication, l'outreach, qui consacre une part de budget aux programmes spatiaux pour communiquer, en utilisant, tenez-vous bien, une invention d'un astrologue américain qui avait parlé de supermoon. Et ils avaient trouvé le terme extrêmement flatteur. Alors, on est toujours à chercher des titres, à chercher le truc qui fait que ça match, comme on dit, quoi. Et là, la superlune, alors, ils ont trouvé ça sympa, ils ont repris ça, supermoon. Et puis c'est arrivé en France, superlune, puis évidemment avec une éclipse, la superlune couleur rouge sang, alors là, ça a été quelque chose qui faisait un carton. Alors, est-ce qu'on doit s'en inquiéter, ou est-ce qu'on doit utiliser cela? Moi, j'aurais tendance à me dire, utilisons cela, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une focale qui se met sur un... Expliquons pourquoi c'est génial à voir, pourquoi c'est formidable et tout, et en quoi finalement, si Platon ou Aristote revenaient ou Charlemagne, il a déjà vu lui aussi des supermoons rouge sang. Et en même temps, c'est le lien qu'on a avec le passé, c'est le lien qu'on a avec l'histoire, la découverte, la connaissance, etc. Essayons de l'utiliser. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Autre chose, image qui fait l'information. Alors là, je regrette, il faudrait faire complètement le noir, mais récemment, il y a un objet qui est passé pas loin, qui a fait le tour du Soleil, qui s'appelle Oumuamua, qui a été découvert par des astronomes à l'observatoire d'Hawaï, et qui ressemble, à s'y méprendre, à un cigare. Et puis on a vu, alors ça c'est pas du tout un caricaturiste qui a fait ça, c'est l'image qui a circulé en provenance de l'observatoire ESO, l'observatoire européen austral, qui montre cet objet qui n'est pas photographié comme ça, mais qui est dessiné. Et pour tout le monde, ce dessin est la vérité. Alors, il est sans doute exagéré,
il montre un cigare. Évidemment, tout le monde va assimiler l'image du cigare à l'OVNI. Et puis, il fait référence à un bouquin d'Arthur Clarke qui s'appelle Rendez-vous avec Rama, qui dans les années 50 ou 60, je crois, était un bouquin de science-fiction qui permettait, qui était exactement la même chose, un objet qui s'approchait de la Terre et puis qui faisait le tour, on allait le voir et à l'intérieur il était creux et c'était les restes d'une civilisation extraterrestre. Et on a tous vu ça en se disant mais c'est Rama, c'est Rama. Et effectivement, on voit bien que dans la communication scientifique, dans la communication des scientifiques, on utilise une iconographie qui va faire que ça va marquer. On ne peut pas mettre une courbe de lumière. Bien sûr, une courbe de lumière était ce qu'ils avaient, mais ce n'était pas ça qui allait intriguer. Et ce qui a fait qu'on a parlé d'où moi, c'est cette image-là, pas seulement, mais surtout cette image-là. Autre exemple, un petit peu plus ancien, les visages sur Mars, vous vous souvenez, 1976, 72, c'est-à-dire... on voit très très bien ça quand on est fatigué, quand on a bu, quand on roule la nuit à 4h du matin et qu'on voit des ombres, etc. On peut voir des monstres. Là, vous avez des visages martiens qui sont simplement liés à des éclairages. Sauf que cette image, qui est une image produite par une sonde à partir de la planète rouge, eh bien, a alimenté effectivement toute une infographie, ou en tout cas une iconographie autour de l'idée qu'il y a des traces qui ont été laissées un petit peu partout dans l'univers pour montrer que nous ne sommes pas seuls sur la Terre. Enfin, je vais, je pense, conclure en grande partie par ça, c'est ce que j'appelle « rêver à perdre la raison ». Il y a quelques années, c'était une histoire qui nous était arrivée avec La Voix du Nord. La Voix du Nord est un journal local, journal régional à Lille, qui avait publié l'histoire de Quentin, 14 ans, découvreur d'une comète. Et Quentin, 14 ans, avec son père, il observait le ciel, avait vu une nébulosité dans le ciel, et s'était dit « je suis sûr que c'est une comète ». C'était au mois de janvier à l'époque, et il s'était dit mais j'ai découvert une comète, le mot m'a excité, c'était génial quoi. Et donc il y avait Internet, c'est le début d'Internet, il cherchait un site pour enregistrer sa comète, et il a trouvé un site sur lequel il a commencé à mettre son nom, etc. Et le site lui a envoyé un certificat de découverte à son nom, en français. Alors lui il pensait être sur le site de la NASA, toujours la fameuse NASA, hein. Et puis voilà, il était super content, et un des amis de ses parents dit « Mais tu sais que c'est une histoire géniale, ça. Je vais en parler au gars de La Voix du Nord. » Il en parle un mois plus tard au journaliste de La Voix du Nord, qui fait ça. Et là, tout d'un coup, quand vous passez dans un journal régional, ça intéresse les médias nationaux. Et c'est arrivé, d'abord à la radio sur Europe, je crois. Et puis moi, j'étais appelé par France 2 pour le journal des 13h d'Élise Lucet, je m'en souviens, en disant il y a un jeune qui a trouvé une comète, c'est absolument formidable. Un jeune qui a trouvé une comète. Oui, il y a un certificat. Personne ne délivre de certificat. Et j'alerte les gens en disant non, faites attention, faut vérifier. Je ne crois pas qu'il y ait une comète qui a été découverte récemment. Et puis surtout, personne ne délivre de certificat quand on a trouvé une ouais, mais bon, écoute, c'est vachement bien, c'est un jeune et tout. France 2 arrive, je leur dis écoutez, pour moi c'est un faux, je vais vous dire que c'est un faux. Ah ouais, non, mais non, c'est pas possible. Ça casse le rêve. Et puis, la journaliste est très embêtée au téléphone. Les gens de ma rédaction enquêtent et découvrent effectivement assez rapidement qu'il n'y a pas de comète qui a été découverte, que c'est soit le môme qui a inventé l'histoire, soit les parents qui ont fabriqué... Enfin, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Et ça, c'était le matin, vers 9h du matin. France 2 a fait son sujet à 13h. Et il était dans le 20h de TF1, alors que une dépêche, je crois, voilà, qui mettait en garde quelques heures plus tard contre une fausse découverte et racontant finalement qu'il fallait être extrêmement prudent, avait mis tout le monde en alerte, mais c'était la belle histoire du 20h, qui a été démentie bien sûr par les faits. Et 2 jours plus tard, La Voix du Nord a publié ce communiqué très original en expliquant que le porte-parole de l'agence spatiale américaine a indiqué dans un communiqué que la NASA n'éditait pas ce genre de document. C'est-à-dire,
ils ont en fait démenti par un faux. Puisqu'il n'y a aucun responsable de la communication à la NASA qui pouvait démentir quelque chose qu'il ne faisait pas. Donc le démenti lui-même était un faux. La raison de tout ça, c'est extrêmement simple, c'est que ça fait rêver. Une belle histoire qui fait rêver est capable de transformer tout, y compris de balayer la vérité des faits. Et ça, c'est un travers média. Ça ne vient pas du tout d'ailleurs, mais pour moi, c'était une alerte majeure à la circulation des mensonges, des inventions, voire même des fausses nouvelles. Cette avidité, ce besoin d'avoir de bonnes nouvelles pour pouvoir justement conclure, faire chuter un journal en disant « Mais tu comprends, on a démarré par le chômage, on ne peut pas terminer par une mauvaise nouvelle, il faut une bonne nouvelle. » Et l'enfant qui découvre une comète, c'est une bonne nouvelle. Mais de toute façon, vous allez vous trouver confronté tout de suite à ça, et déjà vous l'êtes. Je crois que j'ai utilisé pour finir cette image. Cette image, vous l'avez vue. Cette image, c'est celle des colonies sur Mars d'Elon Musk. Vous savez, celui qui, aux États-Unis, est considéré comme un petit génie du spatial et qui vous annonce que dans 3 ans, des colonies martiennes existeront. On a d'ailleurs toute l'iconographie, on a les dessins, etc., etc. Aujourd'hui, c'est très difficile de venir sur un plateau de radio ou de télévision, de dire qu'il s'agit de propagande, que ce sont des nouvelles qui sont destinées à faire parler de sa société, du marketing viral, et que celui qui a inventé ça dans ce domaine-là s'appelle Richard Branson, Virgin Galactic. Richard Branson, il a inventé une société que vous connaissez tous, qui s'appelle Virgin Galactic, qui n'a fait aucun vol dans l'espace, qui n'a emmené aucun client, mais qui, quelques années après son invention, a été valorisé à plus d'1 milliard de dollars. Et ça s'appelle du marketing viral, tout simplement avec valorisation boursière. Et mieux encore, des gens fortunés ont acheté des billets. Mais quand vous regardez dans le détail, ces fameux billets achetés, ils ont payé 10%. Allez, je vous fais un vol à 200 000 euros. 10%, ça vous fait 20 000 euros. Donc vous me faites un chèque de 20 000 euros et vous faites partie du club des Happy Few qui vont partir dans l'espace à bord de Virgin Galactic. Ok, vous avez payé 20 000 euros. Ce club, on le réunit, puisque finalement c'est un club de gens qui vont partir dans l'espace, puis c'est sympa. Pour 20 000 euros, vous allez rencontrer des gens comme vous, capables de dépenser quelques centaines de milliers d'euros pour faire ça, certains en ont des millions. Puis finalement, vous allez faire quoi? Un club de petits riches. Et qu'est-ce qu'il va faire ce club? Il va faire des affaires ensemble. Donc pour un ticket d'entrée à 20 000 euros, vous avez accès à des gens que vous ne connaissez pas, mais avec qui vous faites des affaires. Voilà le modèle. Et le modèle, c'est pas le vol populaire pour tout le monde. Ça, c'est l'histoire qu'on vous sert. Et c'est l'histoire qu'on ne peut pas contredire, ou très difficilement dans les médias, sous prétexte que ça fait rêver. Et donc, on est coincé aujourd'hui par cela, c'est-à-dire que c'est pas l'infox, c'est la propagande, ou en tout cas des nouvelles que l'on sait être des nouvelles, ou en tout cas des informations fausses, pour le compte, ne peuvent pas être démenties tout simplement parce qu'elles font plaisir. Je comprends très bien, quand vous allez au cinéma, que vous soyez attiré par l'affiche des zombies qui sont dans le film. Et je comprends très bien que si vous allez voir le film avec des zombies et que vous n'y croyez pas pendant les 2 heures, vous allez vous embêter. Mais si vous croyez encore aux zombies en sortant, c'est que vous avez un problème. Donc on est dans la même situation. Alors, que faire pour lutter contre les infox? Je pense déjà que lever un petit peu la tête des supports numériques dont nous disposons pourrait être pas mal. Et puis ensuite, il existe bien évidemment, en dehors de l'alerte naturelle et normale, des sites qui permettent de faire de la vérification. Je vous en ai mis 4. C'est les décodeurs du monde, donc ce sont des journalistes. C'est l'AFP Factuel, c'est 20 minutes Fake-Off, et puis c'est Libération Check News. Voilà, je pense que je vous ai pris beaucoup de temps de parole. Je vais répondre à vos questions, mais avant, je voulais vous remercier d'avoir écouté. Merci. Jérôme, tu peux remettre? Oui, donc j'avais 2 questions. La première, c'était par rapport aux sources.
Vous disiez tout à l'heure, et puis vous n'avez pas arrêté d'en parler, que notamment sur les questions scientifiques, il y a des sources émanant de structures scientifiques, de chercheurs, et puis après il y a les dossiers de presse. Alors, si on est un journaliste scientifique, je veux dire cultivé, informé, travaillant depuis des années dans ce domaine-là, on est peut-être capable de faire abstraction des dossiers de presse, mais si on est un journaliste un peu plus généraliste, qui doit traiter des affaires scientifiques, on peut comprendre que c'est plus facile de prendre en main le dossier de presse, qui va vendre l'information d'une façon tout à fait partiale, parce qu'il faut vendre quelque chose. Donc ça, c'est ma première question. Et puis deuxième question, par rapport aux jeunes aujourd'hui, une des principales sources d'information qu'ils utilisent, c'est YouTube. Et pour avoir, parce que j'ai la chance d'avoir 2 ados à la maison, qui sont là-dessus 24 sur 24, et qui m'ont fait découvrir des chaînes de découverte scientifique et de vulgarisation scientifique. Et qui sont bluffantes, intéressantes, drôles, enfin, ça passe par tous les niveaux. Et parfois, on peut se poser la question de la pertinence, parce que c'est extrêmement bien fait. Il y en a certaines qui se disent officielles, moins. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Voilà. Alors, sur la première question, je pense que vous avez raison. D'abord, il y a des dossiers de presse qui sont très bien faits. Et c'est pas parce que c'est des dossiers de presse que c'est faux. C'est-à-dire que le dossier de presse, la plupart du temps, est fait par des gens qui ont pour souci d'essayer de vulgariser le plus possible. Et comme il y a de moins en moins de travail dans la presse, c'est de plus en plus fait par des journalistes ou des ex-journalistes ou des journalistes qui n'ont pas trouvé de boulot. Donc des gens qui ont été formés dans les écoles de journalisme, parce que ce que ne disent pas les écoles de journalisme, c'est qu'il n'y a plus de travail dans ce secteur. Donc vous trouvez beaucoup de gens. La seconde chose, c'est que la plupart des grands médias aujourd'hui font appel à des journalistes spécialisés comme moi ou d'autres pour vérifier leurs sources. Pour vérifier ça. C'est-à-dire qu'ils n'appellent pas les scientifiques, mais ils nous appellent nous. Donc en fait, on est le cul entre deux chaises, où c'est moi qui viens commenter sur un plateau de télévision la découverte faite par des scientifiques. Mais on n'appelle pas le scientifique, parce que le scientifique, on considère qu'il va être trop compliqué, il va vouloir citer ses collègues, ça c'est impossible, et il va vouloir citer son institution, mais vous n'y pensez pas, et puis il n'a pas idée de ce que veut dire 2 minutes 30. Or, 2 minutes 30, c'est le même temps qu'on accorde aux commentaires, que ce soit pour un sujet de science que pour ce qu'a dit le président du Sénat. C'est 2 minutes 30. Et si vous ne savez pas ce qu'est 2 minutes 30, alors vous foutez le bordel. Donc, en fait, on voit apparaître des intermédiaires qui sont des journalistes spécialisés entre les deux. Mais nous, on cède aussi du dossier de presse. Parce que avoir accès aux informations, c'est pas facile. Et on voit de plus en plus les scientifiques eux-mêmes, dans certains cas, tenter d'échapper aux revues professionnelles pour le faire. Là, vous avez un cas génial en ce moment. Regardez l'histoire de Jeanne Calment. Vous avez vu ça, Jeanne Calment? Vous avez des soi-disant chercheurs russes qui publient sur Internet, pas du tout dans une revue scientifique, des preuves, entre guillemets, accusant Jeanne Calment de ne pas être morte à 122 ans. Aurait pris les papiers de sa fille, enfin bon, il y a tout un micmac. Les gens de l'INSERM qui ont travaillé avec elle disent mais c'est n'importe quoi, nous on a travaillé pendant 2 ans, on a réuni les preuves. L'association transhumaniste dit il faut déterrer Jeanne Calment, parce que avec l'ADN de Jeanne Calment, on saura ce qu'il en est, etc. Enfin, vous voyez, à partir de quelque chose qui n'est pas acceptable sur le plan scientifique, qui est qu'on publie sur Internet sans peer review, sans faire appel à ses pairs, pas contrôlé, etc. On va sortir la pauvre vieille, qui n'en est peut-être plus à ça près, mais en tout cas, on voit comment c'est tordu. Sur la question de YouTube, moi, il y a une chose dont je suis convaincu en tant que vieux journaliste maintenant, c'est que le monde dans lequel je suis né, j'ai vécu et dans lequel je travaille aura disparu dans peu de temps. Mon sentiment, c'est que nous sommes comme les moines copistes lorsqu'ils ont vu apparaître l'imprimerie. Ils ne sont pas devenus imprimeurs. Les imprimeurs sont arrivés, ils n'étaient pas moines copistes. Alors,
le monde a changé, il y avait moins d'erreurs de copie, mais il y avait moins d'instruits à faire. Donc, je crois fondamentalement qu'il faut aider, en tout cas pour moi, ou tous ceux qui peuvent aider sur les contenus, à travailler sur de nouveaux formats. Parce que ces nouveaux formats, ils sont quand même extrêmement formidables. Mais il faut essayer d'appliquer l'exigence qu'on a sur nos médias anciens à ces médias. Et moi, ce que je regrette le plus souvent, c'est que finalement, les gens travaillent en circuit fermé. C'est-à-dire, alors ce que permet la radio, c'est de croiser beaucoup de monde. Parce que pour le compte, vous êtes obligé d'écouter, d'aller chercher, d'entendre, de multiplier les interlocuteurs. Enfin voilà, je trouve ça formidable. Si j'avais eu 10 ans ou 11 ans, au moment où... s'il y avait eu plus exactement ce que vos ados ont aujourd'hui, j'aurais plongé dedans, quoi, clairement. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter le parrainage de ce groupe, de venir aujourd'hui? Non, c'est parce que je reste convaincu que la parole est quelque chose qui permet de transporter, en tout cas à destination des enfants, quelque chose de plus que l'information. C'est l'envie. C'est-à-dire, on entend quelqu'un qui a envie. Et pour moi, quand j'écoute la radio, je ferme les yeux, j'entends quelqu'un qui lit un papier et quelqu'un qui parle. C'est subtil, mais c'est des choses différentes. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens que j'ai entendus, que j'ai écoutés, qui ont changé ma vie. Et je me dis que si je peux faire la même chose, alors c'est bien parce que je trouve d'abord qu'on vit une époque absolument merveilleuse et qu'on peut écouter à la radio. Les podcasts, j'ai travaillé sur les podcasts, c'est formidable les podcasts. Vous vous affranchissez de absolument toutes les contraintes de la radio traditionnelle en n'ayant pas du tout de format. Vous pouvez choisir le format que vous voulez. Vous pouvez faire court, vous pouvez faire long, c'est intéressant. Et puis vous n'êtes pas embêté par la pub. Vous êtes dans une liberté totale de pouvoir communiquer votre envie, vos informations, vos messages. Et moi, je reste persuadé qu'il faut multiplier, et c'est le cas avec les Francas, c'est le cas avec l'Association française d'astronomie, c'est le cas, ce qu'on fait avec les Nuits des étoiles. On en est à la 28e édition, Eric, je crois. Maintenant, on était ensemble, un petit groupe de gens qui ont créé les Nuits des étoiles. Maintenant, on voit des gens qui ont 40 balais et qui viennent nous dire moi, si je fais ce boulot aujourd'hui ou si je m'intéresse à ça, c'est parce que je suis allé sur les sites des Nuits des étoiles. Parce que vous m'avez donné l'occasion d'aller voir le ciel avec mes parents. Il y a eu un choc. Il s'est passé quelque chose. Et je crois que la parole, l'image, l'animation, les rencontres, etc., participent à un champ qui est celui de l'éducation populaire, dans lequel il faut donner de la passion, de l'envie, et puis de la joie. Voilà. Vous le partagez bien en tout cas. Là, j'essaie. Merci.